Bonsoir à tous. Buenas noches, buenas tardes. Et nous sommes très heureux de vraiment revenir ce soir ici, non pas pour rendre un hommage, parce que ça serait de notre part vraiment être en dehors de réalité, puisqu'un hommage à Carlos Saura, ça demanderait tout le festival, et ça ne serait pas assez. Et lui-même aurait été très mal à l'aise, puisque pour lui, le cinéma, c'est toujours son héritage, ce qui se fait après. Donc voilà, nous avons prévu, avec l'équipe du festival, une rencontre plutôt autour de son œuvre. Et puis, donc, cet après-midi, nous allons réunir à cette table. Donc, je voyais qu'à ma gauche, il y a Jorge Fonbuena, je commence, Jorge Fonbuena, photographe et disciple de Carlos Saura, le photographe, en plus de tout ce qu'on va dire autour de son œuvre. Donc, Emmanuel Larraz, qui est vraiment le grand spécialiste, je sais que quand je dis grand, il est embêté puisque c'est quelqu'un de très modeste, le grand spécialiste de l'œuvre de Carlos Saura. Beaucoup de personnes qui sont dans cette salle, nous avons appris à connaître Carlos Saura à travers un ouvrage un premier ouvrage qu'il avait fait dans les années 70 et qui est arrivé en Espagne, pour ceux qui ne connaissaient pas à l'époque le cinéma espagnol, étant en Espagne. Cet ouvrage nous a fait connaître ce cinéma qu'ensuite on a continué à connaître à ses côtés. Et il va aussi vous parler de l'œuvre du maître d'une façon vraiment en profondeur, puisqu'il a travaillé sur la presque totalité de ce film et sur certains de façon encore, si on peut dire, plus approfondie. Ensuite, je vais vous présenter Eulalia Ramon, qui est actrice, photographe, réalisatrice. Elle va présenter demain son court-métrage Cuentas Divinas, que vous aurez l'occasion de voir. C'est vraiment une avant-première ici pour le festival. Et aussi, elle est la femme de Carlos Saura, mais elle vient aussi parler de son œuvre. Et je crois que c'est très important qu'elle nous ait fait l'amitié et avec sa grande générosité, elle soit venue à Nantes dans un moment où vraiment les choses sont plus difficiles aussi pour sortir, se montrer, etc. Et puis, à droite, Victoria, vous la connaissez, Victoria Saez, qui est la traductrice du festival, une des traductrices du festival. Et puis, Oscar Fernandez Orengo, qui est le photographe qui a réalisé cette expo que vous allez voir après, puisqu'il va y avoir un vernissage, il va vous l'expliquer. Photographe aussi d'une grande importance en Espagne et ailleurs, et aussi un des disciples de Carlos Saura. Donc, il nous paraissait important, à travers la présence de deux photographes, le hasard fait bien les choses, et je crois que c'est fondamental de nous réunir pour se rencontrer. Et si l'expo parle de regard, je pense que Carlos Saura, dans son œuvre, c'est aussi un homme de regard qu'un photographe. Donc, je laisse al maestro, Emmanuel Larraz. Une correction. Ah. C'est 3 photographes. 3. Mais moi, je suis officiel. Non, 3 photographes. Ah, non. Pardon. Il y a une photo. Ah ouais, j'avais fait une exposition ici. Et j'ai eu des photos d'elle dans mon séjour, qui me protège, c'est parce qu'elle est trop proche. Donc voilà. Bon, merci. Merci Manolo de la rectification. Merci Pilar. Bon, j'aurais aimé qu'on ait applaudi à la fin de la cause. Mais j'ai pas osé lancer. Mais bon, peu importe. De toute façon, on est tous impressionnés. Il y a une dame avec laquelle j'ai parlé en sortant qui n'avait pas vu le film. Il y a encore des gens qui n'ont pas vu qu'il est à Cuervos. Je lui ai dit qu'elle avait beaucoup de chance de le voir sur grand écran. Et personnellement, je remercie le festival, non seulement évidemment de m'avoir invité, mais justement d'avoir eu cette excellente idée. Car c'est un film, on l'a tellement vu, c'est un film qui a été beaucoup utilisé dans les écoles, on l'utilise beaucoup, il est plaisant, les enfants s'identifient, mais moi je ne l'avais pas vu depuis des années et des années sur grand écran. Et évidemment, encore une fois, c'est un lieu commun, mais c'est différent. C'est différent. Voilà, le cinéma, c'est fait pour voir sur grand écran quand on peut.
quand on peut. Bon, ceci étant, j'ai fait une rapide présentation et donc le choix a été d'autant meilleur que, comme j'ai dit, c'est vraiment le premier film dont Saura était l'auteur total. Il avait poursuivi cela et puisqu'il a, vous avez vu à la fin, il y avait l'idée, le scénario et la mise en scène. Et après, il a choisi les musiques, tout ça. Et c'est vraiment le premier chef-d'œuvre qui, en plus, a eu un gros succès commercial. Donc, ça, c'est important quand même aussi, le cinéma étant, vous savez, autant lieu commun, un art, mais aussi une industrie. Ça demande aussi de l'argent. Donc, personnellement, je suis très ému d'avoir pu... moi, ça ne me dérange pas d'employer le mot hommage à Carlos Saura, qu'on a vu plusieurs fois ici, qui a toujours été aussi amical. C'est non seulement un grand artiste, mais un grand monsieur. Ça fait plaisir quand les deux coïncident. Quelqu'un qui est un grand artiste et qui, en plus, est une belle personne. Ça existe, ça existe. Il est bon, quelquefois, de le rappeler. Dans des moments où on voit des choses difficiles. Donc, je ne sais pas, je vais parler un tout petit peu sur... alors, vous avez vu des détails qui sont importants. D'abord, le film a été tourné en 75. Ça tombe bien. Le 20 novembre 75, il y a eu un événement important qui est que le caudillo est parti. Le 20 novembre 75. Il y a longtemps que beaucoup d'Espagnols attendaient qu'ils partent. Accent circonflexe, imparfait du subjonctif. Voilà. Et il y a juste quelques petits détails. Et jusqu'à l'époque, les créateurs devaient vivre avec la censure. Vous voyez, donc il fallait mesurer. Par exemple, vous avez vu alors vous avez vu évidemment, comme il y a les vainqueurs de la guerre civile qui sont des militaires. Vous avez vu évidemment. Pas n'importe quel militaire, il y a des détails. Ils ont été formés à Burgos. Burgos, c'est le symbole évidemment de la capitale des franquistes, disons, pour ne pas employer le mot fasciste, des franquistes. En plus, c'était ceux qui sont partis dans ce qu'on appelait la Division Azul, qui sont partis ensuite combattre en Russie, vous voyez, contre contre les régimes nazis, voilà. Donc, vous voyez, ces petits détails, ça a l'air de rien, mais évidemment, il fallait d'abord présenter le scénario. On a quelqu'un qui connaît bien ici, présent. Il fallait d'abord, le scénario était lu, étudié, ensuite il était autorisé, et après, il fallait tourner, et voilà. C'était très compliqué. Et finalement, c'est 2 ans après, en 77, que la censure cinématographique a sauté. Donc ça a son importance. Et alors également, l'astuce qu'on peut dire qu'a trouvé Carlos Saura, qui, comme j'ai dit dans la présentation, avait lui-même vécu la guerre civile, puisqu'il est né en 1932. La guerre civile a été de 1936 à 1939, du moins enfin, en fait, ensuite, le franquisme a duré jusqu'en 1975, jusqu'au 20 novembre, vous voyez. Donc, j'ai perdu le fil. Le franquisme, la guerre civile. Oui, la guerre civile. 1939, voilà. c'est le franquisme qui a été son premier. Voilà. Donc, voilà. Pour s'opposer, pour lutter contre le franquisme, qui était vraiment une attitude profonde de Carlos Saura. Carlos Saura pensait qu'il avait une sorte de devoir de protester contre la situation, contre cette société dans laquelle il vivait. Et il avait trouvé la voie de critiquer ce qui a été présenté comme l'institution, la base de la société, la famille, mais la famille franquiste. C'est-à-dire la famille, avec évidemment la prédominance de l'homme, une famille patriarcale et, si possible, catholique,
et si possible très féconde. Hein. J'ai eu la chance d'écrire un article justement sur la famille dans le cinéma de Carlos Saura. Et j'avais montré tous les ans, il y avait une prime à la famille. En France aussi, remarquez après. En France, ça a été établi par un monsieur qui s'appelait Philippe Pétain, je crois. Et en Espagne, donc, il y avait des prix à la natalité. Il y avait un prix par région et un prix sur Madrid. Et il y a une photo. Il y a une photo dans le journal ABC. Je crois que c'est presque sûr, c'est le 19 mars 64. Le 19 parce que c'est la Saint-Joseph. Vous voyez, donc, c'était même pas la fête de la famille, c'était même pas la fête de la mère, c'est la fête du père. Vous voyez déjà. Et il y a une photo dans ABC où on voit la famille qui a gagné le prix cette année-là. Et ils sont 18. Ils sont 18. Le père et la mère et les 16 enfants. Et la photo est magnifique. C'est vrai, j'aurais pu la porter avec la. Voilà. Et c'est extraordinaire, vous voyez. Donc, imaginez évidemment une maman, il fallait 16 enfants vivants. Peut-être qu'il y en avait eu d'autres avant qui étaient. Donc, vous voyez la situation de la femme, tout ça. Vous voyez, ça, voilà, il parlait de ça également. Et en même temps, il y avait des films qui exaltaient la famille. Par exemple, La Grande Familia. Vous voyez, qui faisait justement, qui montrait une femme très dynamique, un monsieur architecte qui faisait des heures supplémentaires, dont ils avaient 8, 10 gamins, et tout marchait très bien, tout ça. Avec de très bons acteurs, des comédies, dont il y avait une exaltation, voilà, de la famille. Et Saura a toujours, d'une façon subtile, dans la mesure où on a pu, il a pu jouer avec la censure, il a dénoncé ce qui était quelque chose de la base du système, par exemple. Donc, et je répète, c'était pour lui une obligation morale. Et ensuite, un talent, évidemment, avec en effet cette importance accordée à la photographie. Dans le film suivant, Elisa Bidamilla, qui est un très grand film aussi, qu'il a pu réaliser parce qu'il y avait eu le succès de Cria Cuervos. Donc le producteur lui a donné de l'argent. Là, il a fait un film un peu exigeant, qui est moins facile à suivre. Mais on voit bien également, il y a une réflexion sur la photographie. Il dit, c'est quelque chose qui fait un peu peur, le temps est figé. Et en même temps, il y a tous ces jeux en même temps sur le passé, le présent, sur la réalité, le rêve. Et ça, c'est également l'héritage du grand maître Buñuel qu'il avait repris à son compte, par exemple. Et cette attention aux enfants et aux fillettes. Vous voyez, en fait, il n'y a pas de petits garçons. Vous voyez, c'était évidemment, dans la société de l'époque, c'était spécialement remarquable, disons. C'était un grand monsieur. Et on l'a vu ici plusieurs fois, évidemment, et avec Eulalia déjà. Tu peux m'appeler Lali. Lali, voilà, Lali, oui. Et pour ne pas oublier, venez voir son court-métrage. Vous ne serez pas déçus. J'ai été émerveillé, tant que je peux le dire, voilà. C'est très bien, très bien, vraiment remarquable, Vas-y. C'est parce que, bon, c'est me cool, non? Lali parle français. Non, bon, non. Non, parce que quand tu disais ça de la famille de Franco, qu'il disait, à la fin, Carlos, il a eu une famille comme Franco, parce qu'il a eu une famille numéreuse, tu sais. Non, il est toujours, bien sûr. Oui, de faire la photo de l'essai aussi. 7 enfants. 7 enfants. 7 garçons, non, 6 garçons. 6 garçons, et finalement, grâce à Lali, une fille, Anne. Et peut-être dans l'ABC aussi, non? Non, c'est à partir de 16. Non, oui, c'est ça. C'est la dizaine. 16, non, 7 c'est... D'ailleurs, moi, je me suis intéressé, il y avait une étape, c'était 11, c'était l'équipe de football.
Déjà, quand on avait 11, déjà, c'était pas mal. Mais après, pour avoir le prix, il y avait le prix régional, après le prix national, et les parents étaient reçus par le Caudillo, et il y avait les actualités cinématographiques. Et la femme? Les parents, oui. La femme? Oui, ça. Pauvre. Oui, oui. Ah ben, elle était honorée. La femme, elle était honorée, mais... non. Voilà. Je vais revenir, je vais poser des questions. La filmographie de Carlos Saura, c'est 50 films. Mais étant donné qu'on a quand même le grand spécialiste Carlos Saura, je voudrais lui poser des questions sur certains films qui sont importants pour connaître tout ce parcours et terminer avec le documentaire que vous allez voir, Les murs parlent, qui est son dernier documentaire qu'il a réalisé en 2022. Et je voudrais, puisqu'on a Emmanuel Arras à côté, peut-être lui demander sur certains films comme Les Voyous de Rolfos, qui est un film de 1960 qu'on a pu oublier dans la quantité et la qualité de sa filmographie. Comment tu présenterais aujourd'hui ce film, qui est un film qui est de grande actualité? Oui, c'est le premier grand film long métrage. C'est là en plus qu'il a pu le présenter à Cannes. Il a eu la chance de rencontrer Luis Buñuel, qui était là aussi, donc ils sont devenus amis profondément. Par exemple, j'ai un livre sur la correspondance de Luis Buñuel, et on voit certaines lettres. C'est vraiment émouvant de voir la préoccupation qu'avait Carlos, par exemple, pour la santé de Luis Buñuel. Hein. Et quelque chose, je veux dire tout de suite, pour ne pas oublier, c'est qu'une caractéristique de Carlos, c'est qu'on voit particulièrement dans tous ses films, c'est qu'il a filmé le moment de la création. La création en acte. Par exemple, quand on photographie, quand on écrit, par exemple, dans La Noche Oscura, qui est un film sur Saint-Jean-de-la-Croix, on voit l'acteur extraordinaire Juan Diego, il est là, il cherche, et tout d'un coup, il a l'inspiration et il récite un poème. C'est extraordinaire ça. Et dans les films musicaux et dansés, on voit d'abord lorsque ce moment magique, lorsque un acteur se transforme en personnage. Oui, hein? Antonio Gades, il est là, il a lancé la caméra qui sert de miroir, hein, il est en train de se préparer, et tout d'un coup, il rentre dans le personnage. Et ça, le cinéma, avec un peu de talent, permet de montrer cela. Et également, ensuite, et il a une grande attention, évidemment, à la direction d'acteurs. Il a toujours dit, c'était l'une des choses qui lui plaisait le plus, la création, disons, comment créer une œuvre et transformer des acteurs en personnages. Les transformer, vraiment. Et par exemple, Lali a eu la chance de subir cette transformation. Tu pourrais parler. Oui, de son expérience en actrice, ouais, je ne sais pas. Pregúntamelo. Oui. Je te pose directement la question. Bon, bah, j'ai fait avec lui 6 films, je crois. Pajarico, Dispara, c'est le premier film qu'on s'est connu là. 93, j'ai bien étudié. Hein. Oui, 93. Après c'est Pajarico, après c'est Goya en Burdeos, après c'est El Séptimo Día. Et le dernier, je crois que c'est Don Giovanni. ¿O algo más? Alors, Si. Bon, moi, c'est une chose que j'aime beaucoup de lui comme un réalisateur ou comme un directeur d'acteur, que c'est quand on arrive à l'essai de tournage, lui, tout le temps, il voulait faire premièrement un théâtrillo. Comment ça s'appelle Un petit théâtre. Un petit théâtre. Mise en scène. Et parce qu'elle veut voir qu'est-ce qu'on fait nous dans les sets, dans les collades. Ouais, sur le set, sur le tournage. Sur le set. Et ça c'est très bien pour les acteurs, non? Parce que normalement ils planifient pas avant où va mettre la caméra, sinon ils préfèrent voir qu'est-ce qu'on fait nous
qu'est-ce qu'on fait nous avec les mouvements. Et à partir de là, c'est quand elle met la caméra ici ou dans notre lieu. Mais c'est à partir de... Parce qu'il aime beaucoup que les acteurs, on a voix de toute la liberté. Et il aimait qu'on jouait, non? Qu'on jouait. Il n'est pas avec des acteurs qui sont plus des méthodes, ils ont besoin de parler avec le lecteur, que le lecteur il disait non, tu viens de là, et ton personnage là, et tout ça. Il n'aime pas ça beaucoup. Parce que normalement, quand Juan Diego il disait quelque chose, ou c'est quelqu'un, il disait, moi, Juan, tu fais ce que tu fais. C'était très bien ce que tu fais. Non, mais moi, non. Parce que, oui, mais elle aimait beaucoup les acteurs. Elle avait un très grand respect pour ce que nous pensons qu'on doit faire, on doit jouer, non, les personnages, non. Et ça, c'est une chose que je crois que c'est très valide, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour nous, non? Parce que tu fais ce que tu veux, et c'est lui qui disait bon, oui, c'est très bien, on va mettre. Oh non, oh, c'est pas bien, on fait une autre chose, non? Et alors il laisse toujours beaucoup de liberté, non? Ça, c'est une chose que on remercie beaucoup normalement les acteurs, non? Je dirais une liberté contrôlée, évidemment. Sí, il aimait beaucoup cela. Et il était très sensible également à un sujet qui est d'actualité, au pouvoir qu'a le metteur en scène sur les acteurs et la possibilité d'abuser de ce pouvoir. Il y a un film, Les yeux bandés, où justement il montre cela. Il montre des répétitions, la création d'un personnage, et c'est en parallèle avec une dénonciation de groupes fascistes. Il a très bien vu le pouvoir qu'a un metteur en scène sur les acteurs. Ouais. Mais normalement, il aimait beaucoup, c'était un voyeur, non? Parce qu'il aimait beaucoup regarder ce qu'il fait les acteurs, ce qu'il fait quand on fait les musicales, non? Quand il danse, il disait toujours, c'est ça pour moi, non? Parce que je me suis là et je vois comme il danse, comme il fait, pour moi c'est parfait, non? Alors, il aimait beaucoup ça, non? Il était un voyeur. Alors que les cinéphiles ne sont pas du tout voyeurs. Non, mais un voyeur, el bon sentido. Mais les photographes qui sont là sont des voyeurs aussi. Oscar, c'était des voyeurs avec Jorge ou pas? Mucho, claro, que saben mirar. Sí, los fotógrafos estamos constantemente mirando rostros que nos motive a retratar, claro, o personajes que nos transmiten algo. Oui, on est toujours en train de regarder des visages qui nous motivent justement à les photographier, ou alors des personnages aussi. Jorge, qui est toute la journée, comme Oscar, depuis que le a commencé, en train de matraquer, de regarder, d'espionner parfois, parce qu'il est là. Alors pour toi, un voyeur compulsif. Comme voyeur, qu'est-ce que tu vois toujours? Oui, il y a toujours un jeu de construction, autant qu'auteur, autant que spectateur. C'est toujours pour un moment, on regarde à l'autre personne et on prend quelque chose de toi-même. Et dans ce jeu, parfois pervers, parfois horizontal, mais on cherche, on joue, on provoque, c'est un jeu. En fait, avec Carlos Saba, on a bien discuté avec ce thème. C'est qu'il y a toujours un art de séduction, mais il y a toujours un juego, non? Plantear un juego, un jeu. Et il a très bien développé la part de niño, ouais, et la part de la distance. C'est toujours la distance, l'intimité, en fait. Et il y a une question si tu es en face ou dans la réalité.
Je crois que Carlos, toujours, c'était dedans le monde. La possession, non? La proxémique, la communication non verbale. Oui. Comme photographe, dans ce plan vraiment carré, vraiment en face, horizontal, il y a de quelque façon, c'est que tu peux voir dans les photos qu'il a pris dans les années 50, de géants castellanos, gentes y pueblos castellanos, parce que c'est pas dans les années 50 quand il a fait la première exposition, en 51. En la Academia Real en Madrid, la primera exposición fue en Madrid en la Real Academia de Fotografía. L'exposition la plus reconnue de Carlos Saura, c'était dans les années 60, avec Ramon Massats, que tu connais très bien. De la gente de les villages espagnols. Oui. Et c'est toujours, il y a si d'intimité avec l'autre personne qui regarde de quelque façon profonde, honnête, sincère. Donc c'était Guaira, mais pas tant que ça, parce qu'on sentait que finalement, il y avait ce côté d'essayer toujours de comprendre, comme l'a dit Manolo et Lali, de comprendre ce processus, mais aussi ce qu'il y avait à l'intérieur aussi de chaque personnage, même si c'était anonyme, quand il faisait des photos dans le train, Ah oui. ensuite il faisait des photos peintes, on voyait que finalement il était dans le train et qu'il photographiait n'importe qui d'entre nous. Et finalement, on avait l'impression que tous ces êtres-là étaient vivants aussi. Je ne sais pas comment tu le vois. Oui, en fait, quand on a tourné la dernière fois qu'on a travaillé ensemble avec Goya 3D, qui était aussi l'interprète, c'était comme une allégorie, c'était un tableau vivant. Et il savait très bien la position comme photographe, la focale, la distance, pour reproduire et translader l'espace photographique au pictorique, la transversalité entre tous les deux, et la position, le point de vue. Le point de vue il a été très difficile avec le travail parce que le point de vue de Goya, c'était inventé. Tu te rappelles, non, qu'on faisait beaucoup de choses pour avoir le point de vue exact, que dans les tableaux de Goya, c'est un point de vue, mais un point de vue qui n'est pas réaliste, non? Exactement. Et ton rôle là, dans Goya Bordeaux, qui reste un défi qu'on a passé et repassé, qui est tellement important. L'année dernière, on a fait un hommage à Goya, on a repassé ce film. Et comment, toi, quel souvenir tu as de ce tournage? Ah, très fantastique, parce que, premièrement, avec Paco Rabanne, que c'était une chose absolument fantastique, très amoureux de faire avec lui. Il était très vieux, déjà. Et Goya Bordeaux, c'était un projet qu'il avait 15 ans avant, je crois. C'était en 99, je crois, non? Goya Bordeaux. 99, si. Mais il voulait faire avant, c'était 10 ans avant, ou 15 ans avant, mais il ne trouvait pas de production. Et Paco, toujours, il disait, Carlos, si on ne fait pas Goya, tu vas mourir, non? On doit faire Goya. Mais justement, quand il arrivait la production pour faire Goya, c'était quand Paco Rabanne, il était absolument Goya. Non? Absolument Goya, non? C'était très intéressant parce que c'était Vittorio Storaro, les photographes, et ils ont joué beaucoup avec la lumière, et c'était très magique de tourner ce film, non? Parce que tu étais dans de la transparence, dans la illumination de Vittorio Storaro, qu'il faisait la illumination dans la même scène, non? Qu'il fait la transition de la lumière. Et avec Paco, c'était comme très magique, c'était un tournage très, très magique, non? Et alors, moi j'ai joué Leocadia de Weiss, que c'était la femme, la copine de Goya, qui est allée avec lui à Bordeaux. Et tout le monde disait, mais tu es très jeune, non, pour faire ça?
Mais non, Leocadia de Weiss, elle avait comme 40 ans de différence avec Goya Bordeaux, alors c'était bien que je le fais. Claro. Goya Bordeaux, c'était un tournage très spécial. C'est un film très spécial parce que je crois que c'était un film comme des sensations, c'est de l'atmosphère qu'il y a. C'est comme un rêve, non? C'est comme un rêve un peu. Mais pour tout, non? Pour la mise en scène, pour la manière de raconter, non? Et bon. J'avais très bon souvenir de tous ces tournages, non? Parce que c'était très agréable de tourner avec lui. C'était une personne il a toujours très bon ambiance dans les plateaux, dans les tournages avec tout le monde. Il est très amable, il n'est pas dur, non? Il n'est pas bon, Emmanuel también es parce que j'ai tourné avec lui et bon, j'avais une très bonne expérience avec Goya et avec les autres films aussi, non? Don Giovanni, c'était un film qui ressemblait un peu à le tournage de Goya, non? Pour la mise en scène, pour le scénario, parce qu'il aimait beaucoup et dernièrement plus de tourner dans les studios. Parce que pour lui, c'était la liberté absolue, non? Il peut faire tout ce qu'il veut dans les studios, non? Et tout Io Don Giovanni, toutes les photos qui sont des panneaux, sont photos qu'il a fait lui, à Venise et tout ça, non? Et je dois dire que Don Giovanni, si j'ai bien compris, a été projeté dans un théâtre. Oui. À Nantes. Ça tombait bien. On a eu la chance de le présenter à Gralin, à l'Opéra. Et c'était comme un miroir. Vraiment, on avait l'impression que le théâtre Gralin était devenu vraiment un lieu vivant, pas du tout un lieu de patrimoine. Et quand il a présenté ce film dans ces lieux-là, à peine la projection était terminée, sans que vraiment personne ne disait un mot, tout le théâtre se levait. Et il y a eu des applaudissements, mais qui ont duré mais vraiment très très longtemps, lui, avec sa modestie habituelle, comme il ne pouvait pas faire taire tous ces applaudissements qui venaient partout au théâtre. Et je sais que pendant longtemps, il a parlé de ce triomphe, parce que pour lui, ce film, dans cet opéra, avec un directeur d'opéra qui était tellement sensible à ce récit, à cette histoire, c'était un moment important. C'est pour ça que hier, quand on a présenté le film d'ouverture, on pensait aussi à ce film-là. Et finalement, le cinéma, c'est aussi ces traces, ces mémoires, mais qui vont, comme on le dit souvent quand on parle de vie, vers l'avenir, plus que vers le passé. Mais tu sais, il a eu beaucoup de difficultés pour tourner Io Don Giovanni. On a commencé la première parce qu'il quand il est à Venise, non? Et on fait ça à la Ciudad de la Luz, en Alicante, qu'il il y avait des très grands studios qui maintenant ils sont fermés, non? Je crois que c'est comme la dernière film qu'on a fait dans cette étude. Et alors, on fait la première part, que c'était Venise, avec tous les décors, et le tournage, il est cortado, comment se llama? Arrêté, interrompu. Sí, il s'arrêtait parce qu'il n'avait pas plus d'argent, les producteurs, et alors les producteurs, il a disparu, il a resté seulement, on ne sait pas, que Carlos, il a pensé, bon, je vais faire comme le Quijote de Terry Moulin, il a fini pas, il a fait un documental, mais après une année, il a apparu un producteur italien qui disait bon, on va continuer le film, et on a conseguido, on a reçu de tous les acteurs, et on est allé à Rome, à l'estudio de Vittorio Sica, no, Cinecittà, no, de Vittorio Sica, et on a fini le tournage, mais une année et demie après. Oui.
Juste un petit détail, j'y pense maintenant. Il y a toujours eu cette attention aux gens humbles, hein, qu'il y avait dans les photos déjà. Et vous avez vu, par exemple, dans Cria Cuervos, la façon dont il présente la servante. C'est extraordinaire, la façon dont il la présente. Et il y a un court-métrage qui s'appelle La Tarde del Domingo, qui est extraordinaire, qui est très peu vu, hein, je ne sais pas pourquoi, qui est son premier court-métrage, où déjà il y a l'intérêt, justement, parce que pour une femme, une servante, une jeune servante qui est venue à Madrid et qui travaille évidemment dans ce milieu où elle est méprisée, et son seul espoir, c'est le dimanche après-midi. Hein, elle a le dimanche après-midi libre et elle peut aller au bal. Elle peut aller au bal. Hein, avec beaucoup d'espoir, mais après elle revient. Et c'est son premier, je crois que c'est 55, un truc comme ça. Hein, c'est extraordinaire, mais il est très peu vu. Donc sachez, je sais pas, s'il y a des gens qui organisent des festivals ici, ils pourraient passer certains courts-métrages. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, une première œuvre. El trabajo de la escuela. Es su trabajo. Travail de fin d'études. Travail de fin d'études. De fin d'études de l'école de cinéma. Où il a été professeur ensuite. Voilà. Mais oui, cette attention aux gens humbles, c'est normal. Je veux dire, cette honnêteté également. C'est une belle personne. Je trouve que c'est, en plus d'être un grand artiste. Et moi, ça me fait plaisir parce que des fois, on peut désespérer un petit peu, non, de certains, de la vie, tout ça. Bien, quand il y a les deux choses, déjà un grand artiste, c'est bien. Si en plus c'est une belle personne, c'est quand même mejor que mejor. Je vais demander à Oscar, qui est accompagné de Victoria, et comment comment s'est déroulée cette relation avec Carlos Saura, et en quoi ton travail de photographe se reconnaît. C'est une question pour 3 jours, mais bon. J'ai vraiment espoir que tu puisses répondre. Hein? En quoi, comment tu reconnais dans ton travail l'empreinte de Carlos Saura? On a parlé ce jour-ci, je l'ai entendu parler de ça, mais on avait plus de temps. Sí, ¿en qué medida? Sí. ¿Cómo te reconoces? Sí. Vale. Okay. Sí. Bueno, mi relación, o cómo llego a conocer a Carlos Saura, básicamente es mi relación por amor al cine, que nace siendo yo muy pequeñito. El gran amor de mi vida ha sido el cine ya de muy pequeño. Y bueno, pasan los años, estudié cine en Madrid, pero no me convenció la escuela. Regreso a Barcelona, yo soy de Barcelona, a estudiar fotografía, y ahí es cuando inicio un proyecto de documentar todos los cineastas españoles. Al principio eran españoles, pero es verdad que había retratado a un cineasta mexicano que yo adoro, que es Arturo Ripstein, y yo no lo quería dejar fuera del proyecto, ¿no? Si quieres, te lo paro y vas. Le grand amour de ma vie, ça a toujours été le cinéma, depuis très jeune. Et en fait, je suis partie à Madrid étudier le cinéma, donc, mais ça m'a pas tellement plu au niveau de l'école, et donc je suis retournée à Barcelone, d'où j'habitais, et j'ai fait une école de photo, et il y avait un projet, justement, je voulais faire un projet de documentaire sur des cinéastes espagnols. Mais j'avais déjà photographié, on va dire, Arturo Ripstein, un réalisateur mexicain, je crois, donc latino-américain, mais je voulais pas lâcher l'affaire, je voulais qu'il participe également à ce documentaire. Cuando me planteé hacer este proyecto, que fue de una manera un poco casual, porque me encargaron de hacer el póster, el afiche de la película El Mar, de Agustí Villaronga. Entonces conozco a Agustí Villaronga, que nos caemos muy bien, y le planteo retratarle en su casa. Y cuando veo el resultado de las fotografías es cuando dije, tengo que hacer una memoria sobre el cine, sobre los directores o directoras de cine español.
Donc, durant ce projet, on m'a chargé de faire l'affiche du film El Mar de Agustín Villaronga. Et donc, comme on s'est très bien entendu, je lui ai demandé de faire un portrait de lui chez lui. Et quand j'ai vu le résultat, je me suis vraiment dit qu'il fallait que je fasse mon mémoire sur les réalisateurs espagnols, parce que sur des portraits des réalisateurs espagnols, parce que je trouvais que c'était fantastique. Dentro del cine español, a mí hay un director que me marca muchísimo. De hecho, es el director para mí más importante, para mí. Hay muchos, pero este es el que más me gusta, que es Luis Buñuel. Pero Luis Buñuel, cuando yo empecé el proyecto, evidentemente ya había fallecido. Y dentro de los cineastas que estaban vivos, habían 3 películas que me habían impactado muchísimo siendo muy joven, ¿no? Una era El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, Peppermint Frappé, de Carlos Saura, y Tren de sombras, de José Luis Guerín. Y entonces, como esas 3 películas se me habían quedado muy en la retina y en mi memoria, siempre, durante todo este largo proyecto que llevo 22 años realizando, siempre los nominé mis 3 amados, Erice, Guerín y Saura. Es igual, o sea, a los 3 los quería mucho. Et en fait, le réalisateur qui m'avait le plus marqué dans tout ce que j'avais pu voir, c'était Luis Buñuel, franchement. Mais bon, il était mort quand j'ai commencé ce projet-là. Donc, du coup, parmi les réalisateurs vivants, il y a 3 vraiment films qui m'ont marqué très profondément. Et c'était L'Esprit de la ruche de Víctor Erice, Peppermint Frappé de Carlos Saura et Train de l'ombre, les Tren de sombra de Luis Guerín. José Luis Guerín. Et donc, durant ce long projet que j'ai mené pendant 22 ans, je les ai toujours appelés mes 3 préférés, mes 3 amours, plutôt, mes 3 amours. Donc, Erice, José Luis Guerín et Carlos Saura. Cuando, digamos, Agustín Villaronga me presenta, le pido ayuda porque nadie respaldaba mi proyecto, era una cosa muy personal mía. Entonces, Agustín Villaronga me presenta a Marc Recha, y Marc Recha me dice: yo soy muy amiga de Lali y hemos trabajado mucho juntos y tal, entonces Lali te puede hacer el paso a que conozcas a Carlos Saura. Et donc, ce projet, il fallait que je le fasse seul. Et Agustín Villaronga m'a aidé finalement parce qu'il connaissait très bien Marc Recha, qui est un réalisateur qui était ami de Lali et avec qui ils avaient travaillé ensemble. Et donc, c'était la manière, à travers Lali, de rencontrer Carlos Saura. Entonces, un día, bueno, me dio Marc Recha el número de Lali, estuvimos hablando, me recuerdo que ella estaba en Londres, trabajando, sé que estabas en Londres, y hizo este contacto, me dijo, bueno, pues hablaré con Carlos, y al finalmente me dio el teléfono de la casa, pero me costó... Bueno, que me cogiera y que me citaran en su casa. Y yo, si una cosa hemos de tener los fotógrafos, o al menos en mi proyecto, es mucha paciencia. Es verdad que con Carlos Saura no fue tanto, a lo mejor 1 año y medio o algo así para conseguir la cita, pero con Víctor Erice tardé 15 años, por ejemplo. Donc du coup, Marc Recha m'a donné son numéro de téléphone à Lali, qui était à Londres quand je l'ai appelé, et qui m'a donné le contact, donc le téléphone de la maison. Et mais j'ai eu beaucoup de mal justement à avoir ce contact, que justement Carlos Saura décroche le téléphone, et j'ai mis 1 an et demi à pouvoir avoir un rendez-vous pour pouvoir le voir. Il faut beaucoup de patience dans ce métier-là, et parce qu'en fait il y en a avec qui ça dure beaucoup plus longtemps. Víctor Erice, j'ai mis 15 ans pour pouvoir le rencontrer. Finalmente recuerdo que Carlos Saura estaba montando Iberia, la película musical, y me dijo, mira, es que si no, al final te estoy dando muchas largas y vente ya para Madrid, vente para Collado Mediano y me haces las fotos, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo que fue una persona muy amable, enseguida conecta con los que amamos la fotografía y me enseñó sus cámaras, tenía en su estudio cientos y cientos de cámaras, de fotos, de ópticas, y recuerdo, hay 2 cosas muy bonitas de este primer encuentro con Saura. Una es que
cuando publiqué mi primer libro de este proyecto, que es se titula A través de mis ojos, la portada de ese libro decidí que fuera la de Saura. Y eso que reñía un poco con otro director que amo, que es Joaquín Jordà, pero evidentemente ganó Saura. Y la foto dentro del libro es un retrato que me gustaba mucho porque en el retrato, como es panorámico, salía Saura y al lado un retrato hecho por Antonio Saura, por su hermano. Y quería que figurara esa relación tan íntima que tenían ellos dos. Donc, Saura, quand j'ai vraiment pu le rencontrer, c'était au moment où il était en train de monter Iberia. Et ça faisait tellement longtemps qu'on en parlait que finalement, il m'a dit, bon, allez, viens à Madrid, on va faire la photo. Et c'est quelqu'un, moi, je me rappelle très bien, qui était très aimable, qui a connecté tout de suite avec ceux qui étaient là aussi pour m'aider à faire cette photo. Il m'a tout de suite montré son studio, son bureau, oui, avec toutes les caméras, des centaines de caméras qu'il a, les photos qu'il a faites, les optiques aussi, les focales, enfin voilà. Et c'était un vrai amoureux aussi de la photo. Et il y a deux choses qui m'ont marqué durant cette première rencontre. C'est que pour le livre, une fois qu'il a été publié, qui s'intitulait À travers mes yeux, je voulais pour la première page, je voulais donc pour la couverture que ça soit une photo de lui. Et ça a été dur parce qu'il y a un autre réalisateur que j'aime beaucoup, Joaquín Jordà, et donc j'ai dû un petit peu batailler pour finalement me décider. Mais il y a également dans le livre, à l'intérieur, un autre portrait de Carlos Saura. Et je l'aime beaucoup parce que c'est une panoramique, donc c'est une photo assez large comme ça, avec donc Carlos Saura, mais à côté, une photo également de lui, un portrait fait par son frère, Antonio Saura. Et je sais qu'ils avaient une relation très proche, et donc j'étais émue de pouvoir faire cette photo-là. Oye, cuidado, si no hay mucho. Maintenant, Tardaríamos. Bueno, ya para finalizar, porque si no, podríamos hablar horas de Saura, ¿no? De Carlos. Pero hubo dos momentos muy importantes también en esta relación con Carlos Saura. Fue poder trabajar en el documental que dirigió Félix Biscarret, que es Sauras. Porque no sé si habéis visto el documental, pero el director quiso recrear un poco todo el trapantojo que montaba Vittorio Storaro en las películas musicales. Entonces era como muy pesado iluminar esos escenarios, era muy, muy complejo todo. Entonces Carlos, que era poco paciente en ese aspecto, decía, ¿dónde está Óscar el fotógrafo? Venga, vente conmigo. Y yo me encargaba un poco de distraerle para que se le pasara más el tiempo más rápido. Entonces pasaba muchas horas en el camerino conversando. Tengo muchas fotografías de esos tiempos muertos, por decirlo así, y para mí eso, pues bueno, fue momentos de intimidad, de aprendizaje, y eso, claro, evidentemente me ayudó mucho como fotógrafo. Y por último, tuve el gran privilegio y la gran suerte de había quedado con Lali para comer en Madrid. Ella me comentó, mira, me viene mal bajar a Madrid, vente a Collado Mediano y así también ves a Carlos. Y pues siempre que viajo llevo las cámaras, lógicamente, y aproveché esa comida para hacerle unas fotos, y me comenta Lali que fueron las últimas fotos que se hicieron juntos. Et pour moi, claro, c'est un honneur. Il y a deux moments importants dans la relation que j'ai pu avoir avec Carlos Saura. C'est le documentaire de Félix Biscarret, je ne sais pas si vous avez pu le voir, qui s'intitule Saura au pluriel. Et en fait, il a voulu recréer un petit peu les scénarios avec les grands panneaux de Vittorio Storaro, qui est quelque chose de très lourd à préparer, de très long. Et comme Saura n'était pas très patient, eh bien, toujours il disait, Oscar, oui, viens avec moi et on va parler. Du coup, il a pu profiter de ces moments-là dans la loge, à parler avec lui, à faire des photos aussi de ces moments un peu morts, entre guillemets, de préparation de la lumière. Et ça a été des moments d'intimité et aussi d'apprentissage et qu'il garde particulièrement dans son cœur. Et il a également eu la chance et le privilège un jour, dans un repas avec Lali, de pouvoir
de manger avec eux. Enfin, il devait d'abord manger avec eux à Madrid avec Lali, mais finalement il est venu à Collado Mediano où ils habitent. Et durant ce repas, comme lui, il a toujours ses caméras avec lui, et ben il a fait des photos. Et il s'avère que ce sont les dernières photos qui ont été prises de Carlos Saura et de Lali ensemble. Merci. Je vais poser la même question à Jorge. Il ne s'attendait pas du tout. Et ensuite à Manuel. Me synthétique en fait. En fait, avec Lali et Carlos, notre relation, ça commence. Ça fait 18 ans ici à Nantes. C'est mon première année en train de travailler ici. En fait, j'ai adoré le cinéma de Carlos Saura en tant que directeur de cinéma, réalisateur, en tant que photographe. Et alors, oui, on a commencé une relation vraiment d'amitié et qui a finalisé maintenant. Avant de mourir, il vient de m'écrire, je lui ai demandé un petit texte pour mon dernier livre. Et lui a écrit un carte privé comme mon sœur et ami Jorge. Le premier que je pense dans les mémoires, c'est que tu es partout. Et je suis tué. Et lui, il finit comme alors, Jorge, comme aragonais, moi je suis aussi aragonais. Et d'aragonais à aragonais, je te désire. Je te désire le meilleur pour toi. Je te souhaite le meilleur, c'est vrai, le meilleur pour toi. Et quand est-ce que tu commences à faire du cinéma? Et je viens de Rome maintenant de faire une résidence artistique dans la Royal Academy d'Espagne à Rome. Et je viens de tourner un film inspiré au Pasolini, Pier Paolo Pasolini comme réalisateur, que j'espère de présenter à Pilar et José, de le présenter ici dans le cinéma. Mais voilà, j'étais aussi à Collado Mediano, dans les maisons de Carlos. C'est comme un sanctuaire, c'est comme un temple où il a tous les appareils photographiques. Et même il a fait un 10 ans que j'ai cadré. Avant de dormir, toujours, la dernière chose que je vois, c'est mon portrait qu'il a dessiné de moi. Alors, on dirait qu'on est super proches. J'ai appris beaucoup de lui. Il m'a enseigné comment regarder, comment éliminer toute l'anecdotique, toute l'accessoire, laisser regarder à travers les yeux, toujours. Le principal, c'est les yeux, et c'est où tout le monde, ça se concentre. Et moi, je suis surtout, j'aime les portraits photographiques. Je crois que Carlos Saura, comme Kafka, il était un très bon portraitiste. Et aussi, je suis en train de faire un travail comme artiste sur Louis Buñuel. Et c'est lui qui m'a donné aussi quelques photos qu'il a prises, lui-même de Louis Buñuel. Et Anna aussi, il m'a laissé quelques photos de Carlos Saura, ces photos qu'il fait comme ça. Ah, la de Buñuel. De Buñuel, oui, qui va faire part de mon projet. Et aussi, on va faire cette collaboration qui pour moi c'est un trésor, c'est un privilège de pouvoir partager ce travail. Et voilà. Et comme on a la chance d'avoir un invité très important aussi pour le cinéma, pas simplement espagnol, pour le festival, Imanol Uribe, qui vient d'arriver à peine. Et on était en train de partir de l'hôtel pour la rencontre. Et immédiatement, il a dit, moi j'y vais aussi. Donc, je vais lui poser la même question. Para ti, Imanol, es breve. Es breve la question. Alors, para ti, ¿qué podrías decir de Carlos? Well,
¿Se oye? Sí. Primero que esto es una trampa, porque yo... C'est qu'avec moi, no hay más que trampas. C'est un piège ici. On m'avait pas dit que je parlerais. En la mesa, pues es muy difícil decir más cosas de las que habéis dicho, porque, bueno, aparte de un cineasta monumental de la historia de nuestro cine, era una persona extraordinaria. La verdad que era un personaje... Tenía mucha empatía, eso es sobre todo con todo el mundo, además. Parece mentira, ¿no? Un personaje que cuando yo empecé en la escuela de cine, pues Carlos Saura era Dios, y cuando lo conocí era cercanísimo, ¿no? Yo creo que lo que destacaría de Carlos era eso, ¿no? La empatía que tenía con todo el mundo. No me hagas hablar más. Pues es que ya tenía como otra pregunta, pero no había... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus après tout ce qui s'est dit? Mais en fait, c'était une personne qui était monumentale, vraiment une personne extraordinaire et qui avait surtout beaucoup d'empathie pour les autres, mais pour tout le monde réellement. Quand moi j'ai commencé à l'école de cinéma, Carlos Saura, c'était Dieu. Et quand j'ai pu le rencontrer, eh bien, c'était quelqu'un de très proche parce qu'il a vraiment cette empathie pour les gens avec qui il traite et ça, c'est rare. Donc je vais clore cette rencontre en sachant que le mot clôture, il n'aimait pas beaucoup, moi non plus. Cerrar el cierre. Non, donc je vais tout simplement vous remercier. Non, et clôture. Je remercie tout d'abord Eulalia Ramon de beaucoup de choses, de son travail aussi professionnel. Donc vous avez entendu, vous verrez dans le programme, demain, elle présente son court-métrage, c'est un moment important. Et puis... Ah oui. Donc, on fait la peine. Donc voilà. Et après mon court-métrage, il y a le documentaire Comment ça s'appelle? Les murs parlent. Les paredes hablan? Les murs parlent. Ah, les murs parlent. Oui. Donc voilà. Dans le programme, vous savez, une présentation, les syndications. Et puis donc, je remercie les disciples, vraiment Oscar et Jorge. Et puis, c'est là la continuité. Donc maintenant, on va préparer la salle parce qu'il va y avoir le vernissage de cette merveilleuse exposition. Je peux dire un petit... Un petit chose? Non, parce que c'est ce qu'a dit Manol. Cette fois-là, avec son... Comment ça s'appelle? Quand se muere quand il est mort, les jours après, on est allé pour recevoir son Goya d'honneur. Après, il a la capille ardiente, comment ça s'appelle ça? Bon, la chapelle ardente. Quand on est venu le tambour de Calanda, de Buñuel. Et il y a une chose que j'ai notée, non? Que c'était que Carlos Saura, son filmographie, c'était excellent, très muy variada. Très variée, merci. Mais pour sur de là, il y a son personnalité, non? Et je crois que c'est... moi, lo he notado, excusez-moi, j'ai senti ça, non? J'ai senti beaucoup plus son dimension personnelle, son humanité, son empathie, par son œuvre, non? Qu'elle était très bien, mais c'est vrai, non? Parce que tu peux avoir une très bonne œuvre et tu peux être un imbécile, non? Mais ça, c'est une chose qu'on a senti beaucoup, non? Son personnalité, sa manière de voir et de faire dans la vie, non? Et de se relationner avec les personnes. Et je voulais remarquer ça, non? Parce que je crois que c'est très important. Merci.